Le dictateur n'aime pas les intellectuels. Dans un pays libre, les intellectuels sont une richesse. Dans un régime autoritaire, ils sont une menace. Parce qu'ils posent des questions qu'il ne faut pas poser, parce qu'ils dévoilent ce que d'autres préfèrent ignorer, parce qu'ils refusent de se taire quand tout le monde se couche. Alors le pouvoir agit, brutalement ou subtilement, mais toujours avec le même objectif, faire taire ceux qui pensent. Sous Pol Pot, au Cambodge, porter des lunettes suffisait pour être exécuté. Lire, écrire, réfléchir, c'était déjà trahir la nation. Il a éliminé des professeurs, des ingénieurs, des médecins. Résultat, un pays décervelé, vidé de son savoir. En Union soviétique, pareil, les écrivains qui pensaient autrement finissaient au goulag, en exil ou au cimetière. La pensée critique était considérée comme une maladie contagieuse. En Chine, Mao a lancé une révolution culturelle pour briser les intellectuels. Les universitaires, les artistes, les penseurs ont été envoyés au champ pour réapprendre la vie. Beaucoup n'en sont jamais revenus malheureusement. En Afrique, pareil, plusieurs régimes suivent la même logique. Les étudiants qui manifestent sont généralement frappés, arrêtés, parfois même exécutés. Les enseignants sont surveillés, muselés, licenciés à la moindre parole de travers. Les artistes engagés sont censurés, interdits ou poussés à l'exil. Mais il existe une méthode plus douce, plus lente, plus efficace. On ne tue pas l'intelligence, on l'asphyxie. On laisse le peuple se noyer derrière des sottises, des bêtises, afin de l'empêcher à penser à des vraies choses. On coupe les budgets de l'éducation, on ferme les bibliothèques, on vide les universités de leur substance. Les intelligents sont envoyés à l'international et les idiots restent au pays. On pousse les meilleurs esprits à partir et ceux qui restent apprennent à ne plus penser. Même dans des démocraties dites avancées, la guerre contre l'intelligence existe. Elle prend simplement un autre visage. Un peuple qui n'a plus d'outils pour penser, c'est un peuple qui est facile à gérer. Le dictateur n'a pas besoin de savants. Il a besoin de fidèles, d'aveugles, d'automates. Et même en démocratie, quand le savoir gêne, il suffit de le rendre inutile. Donc, un dictateur combattra toujours les personnes intelligentes qui réfléchissent, qui ne sont pas capables d'adhérer à sa philosophie de vie. Le dictateur moderne ne rejette pas la démocratie. Bien au contraire, il s'en déguise. Il organise des élections, il imprime des bulletins, il installe des bureaux de vote. Il laisse même les gens faire la queue, voter, espérer. Et à la fin, surprise, il gagne. 70% des voix, 98% des voix. Officiellement, le peuple l'aime et l'adore. Officieusement, le peuple n'a jamais eu le choix. Ce n'est pas une élection, c'est une illusion électorale. Comment un dictateur gagne-t-il une élection qu'il devrait en réalité perdre ? Voici la méthode, elle est très simple. Premièrement, il choisit ses adversaires. Ceux qui dérangent vraiment sont interdits, emprisonnés ou assassinés. Les autres sont autorisés à faire semblant. Deuxièmement, il contrôle la commission électorale. Ceux qui comptent les voix lui doivent tout. Il peut donc perdre sur le terrain et gagner sur le papier. Troisièmement, il achète les médias. Une campagne sans pluralisme, c'est un monologue, le sien, celui du président. C'est d'ailleurs le seul que vous entendrez lors des campagnes électorales. Le peuple n'entend que son discours et c'est tout ce qui compte. Quatrième point, il va fabriquer la peur. La veille des élections, il parle de guerre, de chaos, de complot. Il dit que lui seul peut garantir la paix. Et beaucoup votent. Non pas pour lui, mais contre le pire. Et ça, le dictateur s'en fout. Le plus important, c'est le résultat. Enfin, en 5, il annonce les résultats, avant même de les avoir. Et s'il y a contestation, il fait appel à la police, non pas à la justice. Dans de nombreux pays africains, ce scénario est bien connu. Des observateurs internationaux sont invités pour la photo, mais quand ils parlent de fraude, leur rapport est enterré. Le dictateur aime les élections, il les adore, mais seulement quand il est sûr de les gagner. Voilà. Abonne-toi pour la suite. Pourquoi un dictateur détruit-il son propre pays ? Point d'interrogation. La réponse est simple. Il le fait pour durer. Ce n'est pas de la folie, c'est une stratégie. Parce qu'un peuple fort n'a pas besoin d'un dictateur. Imagine un pays avec des écoles de qualité, des enfants y apprennent à réfléchir, à comparer, à critiquer. Dans quelques années, ces enfants deviennent des citoyens capables de poser des questions, de réclamer des comptes. Et pour un dictateur, ça c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Alors il laisse l'éducation se dégrader. Les enseignants sont mal payés, les programmes scolaires sont vidés de leur substance. On apprend à lire, oui, mais surtout à lire des slogans officiels. Même principe pour la justice. Dans un État sain, la justice limite le pouvoir des dirigeants. Mais dans une dictature, elle est transformée en arme. Les juges ne servent plus la loi,
Ils servent le chef. Les opposants sont condamnés pour des délits imaginaires, pendant que les proches du régime sont intouchables. Et l'économie, pareil. Un peuple qui prospère devient indépendant. Il n'a pas besoin de supplier l'État pour vivre. C'est pourquoi le dictateur entretient une pauvreté organisée. Pas au point que tout le monde meure de faim, mais juste assez pour que la survie dépende de ses faveurs. Un emploi public, une subvention, un contrat. Les riches existent, mais ils sont loyaux au régime, ou ils cessent d'être riches. Détruire, c'est aussi effacer la mémoire collective. Les manuels d'histoire changent, les héros nationaux disparaissent, on ne parle plus que d'un seul homme. Lui, le dictateur. Les médias ne montrent que ses discours, ses inaugurations, ses prétendus miracles. Petit à petit, on conditionne le peuple à croire qu'avant lui, c'était le chaos et qu'après lui, ça sera pire. Cette destruction est invisible pour beaucoup. Elle se fait lentement, morceau par morceau, jusqu'au jour où le pays est méconnaissable. Les infrastructures sont à terre, les institutions sont mortes, la population est dépendante. Et dans cet océan de ruines, un seul pouvoir reste debout, celui du dictateur. Un pays brisé, un peuple à genoux et au centre, un trône intact. Ah oui, non mais... Ce qui fait le plus peur dans une dictature, c'est de ne pas savoir. Ne pas savoir si tu es surveillé, ne pas savoir si ton voisin t'a dénoncé, ne pas savoir si une simple phrase va te coûter ta liberté. C'est ainsi que la dictature gouverne. C'est ainsi que le dictateur domine son peuple. Pas par la force, pas forcément, mais avec la peur diffuse, quotidienne, invisible. En URSS, des millions de personnes disparaissaient du jour au lendemain. Tu es au travail le matin et le soir, on toque à ta porte. Parfois c'est une erreur, tu n'es responsable de rien, mais il est trop tard, tu es foutu. En Roumanie, Ceausescu avait une armée de 700 000 informateurs. Tout le monde écoutait tout le monde. Tu ne savais plus à qui te confier, ni à qui faire confiance. Même ta famille pouvait être une menace pour toi. En Afrique aussi, la peur est une méthode de manipulation des masses. Et on se retrouve avec un peuple qui a peur de tout. Peur de parler en public, peur de critiquer sur WhatsApp, peur de croiser un homme en uniforme, ou même peur de laisser un commentaire sur cette vidéo. Vous avez peur, vous êtes terrifiés. Et le plus tragique, c'est que cette peur devient une culture. On apprend à se taire, à courber les chines, à faire semblant. Le dictateur veut que tu sois libre, de te censurer toi-même. Comme un lion qui s'attache sa propre gueule. Car quand le peuple n'ose plus penser, il n'a plus besoin de chaînes, son silence suffit largement. La vraie question c'est, combien de fois, toi, t'es-tu censuré? Non pas par présence, mais par peur. Et surtout, jusqu'à quand allons-nous nous habituer à avoir peur en silence? Nous pensons énormément de choses, nous avons énormément de choses à dire, mais nous avons été programmés pour faire silence. Et c'est dans ce silence que le dictateur règne et qui nous domine. Un peuple qui ne parle pas, c'est un peuple qu'on doit dominer. Comme on dit si bien, qui ne dit mot consent. Abonne-toi pour la suite. Le dictateur n'est pas toujours un homme en uniforme au visage placardé sur tous les murs. Parfois, le dictateur, c'est un système. Un ensemble de lois, d'institutions, de mécanismes qui fonctionnent comme une machine bien huilée pour dominer le peuple. Pas besoin de cris, pas besoin de coup d'État. Tout est légal, tout est démocratique, en apparence tout du moins. Dans certains pays d'Europe, ce pouvoir invisible s'exerce à travers des élites politiques, économiques et médiatiques, qui se soutiennent mutuellement. Le Parlement existe, mais il ne sert qu'à valider ce qui a déjà été décidé ailleurs. La presse existe, mais elle appartient à quelques groupes proches du pouvoir. La justice également existe, mais ces juges savent très bien à qui ils doivent leur carrière. Ce genre de dictature est plus difficile à combattre, parce qu'elle ne porte pas de visage. Elle se cache derrière des institutions respectables, derrière des discours sur l'état de droit, derrière des élections, où peu importe qui gagne, c'est toujours le même système qui reste au pouvoir. Parce qu'ici, la soumission ne se fait pas par la peur immédiate, mais par l'habitude, par l'acceptation résignée. Le peuple n'a pas l'impression d'être opprimé, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il ne décide plus de rien depuis longtemps. Est-ce que ça te concerne ou pas ? Et surtout, si jamais tu étais réellement concerné, quels sont les facteurs qui te permettraient de prendre conscience que tu es sous dictature? Je vois énormément de personnes se poser des questions dans mes commentaires pour savoir si leur pays est une dictature ou pas. Réfléchis et tu trouveras. Je t'assure, réfléchis et tu trouveras.
Ah oui, non mais... Ah mais... Pourquoi les dictateurs font semblant de gérer une démocratie? Est-ce que ce serait pas juste plus simple de dire je suis dictateur, point final, et puis quoi? Ça serait pas plus simple de faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils font semblant? En fait, il faut savoir qu'au XXIe siècle, la dictature assumée coûte cher. Les régimes sans élection attirent les sanctions. Ils isolent sur la scène internationale et coupent l'accès au financement public et internationaux. Les nouveaux dictateurs l'ont compris. Il vaut mieux porter le costume d'un président élu que l'uniforme d'un tyran. On organise des élections, mais on choisit des candidats. On autorise la presse, mais elle appartient aux amis du régime. On laisse le Parlement voter, mais seulement des lois déjà validées par le palais. Regardez la Russie de Vladimir Poutine. Il y a des élections, des partis, un Parlement. Mais les opposants sont écartés, les médias réduits au silence et les urnes sont contrôlées. Au Zimbabwe de Robert Mugabe, il gardait les élections, mais avec intimidation, bourrage d'urnes et des lois taillées sur mesure. En Turquie, Erdogan conserve les institutions, mais les remplit de fidèles. Cette façade de démocratie rassure la population. Vous votez, donc vous décidez. On entretient l'illusion du choix pour éviter les révoltes. À l'international, c'est un passeport diplomatique. La Constitution, le Parlement, les tribunaux donnent l'image d'un État respectable, même si tout est contrôlé. En réalité, c'est un théâtre. Les décors sont beaux, mais la pièce est écrite d'avance et le rôle principal ne change jamais. Une dictature qui ressemble à une démocratie est bien plus difficile à combattre, car elle porte le masque de la liberté, mais respire la tyrannie. Abonne-toi pour la suite. Pour que tous les dictateurs ne se ressemblent pas. Il y a ceux qui ont soif de grandeur et il y a ceux qui n'ont soif que d'argent. Le premier type veut marquer l'histoire. Il rêve de statues, de monuments, de livres, d'écoles racontant son âge d'or. Pour y arriver, il investit dans des routes, des hôpitaux, des barrages, des écoles. Non pas par humanisme, mais pour que chaque progrès porte sa signature. Prenez Mustafa Kemal en Turquie. Après avoir pris le pouvoir, il modernise le pays. Il renforce l'alphabet, construit une administration, investit dans l'éducation. Son objectif, faire entrer la Turquie dans la modernité et graver son nom dans l'histoire. Ou encore Lee Kuan à Singapour. Autoritaire, strict, mais obsédé par l'efficacité et la prospérité de sa cité-État. Résultat, un pays transformé en puissance économique, mais sous contrôle politique permanent. Le second type de dictateur, lui, n'a pas de vision à long terme. Il voit le pays comme un coffre-fort et le peuple comme des contribuables captifs. Chaque projet est un prétexte pour détourner des fonds. Les richesses naturelles deviennent sa caisse personnelle. Prenons Teodoro Obiangema en Guinée équatoriale. Malgré les sous-sols riches en pétrole, la population reste dans la pauvreté pendant que sa famille achète des villas, des voitures de luxe et des jets privés. La différence entre ces deux types de chefs politiques, c'est que le premier utilise le pouvoir pour bâtir, mais toujours à son nom. Le second utilise pour piller, sans se soucier de ce qu'il laisse derrière lui. Dans les deux cas, la démocratie n'existe pas. Les libertés sont limitées et l'opposition est muselée. Mais pour le peuple, la vie sous un bâtisseur peut sembler plus supportable jusqu'à ce que l'ambition de grandeur se transforme en culte de la personnalité, comme ça a été le cas en Corée du Nord. Et dans l'histoire, rares sont ceux qui parviennent à bâtir sans finir par piller. Ou piller sans finir par tout détruire. La dictature n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut juste savoir ce qu'elle produit. En Corée du Nord, ils ont un dictateur. Mais lorsque vous regardez la Corée du Nord et que vous comparez à certains pays d'Afrique, on a limite envie d'envier la Corée. Malheureusement, en Afrique, nous avons aussi nos dictateurs. Et quand on regarde les conditions dans lesquelles vivent certains Africains, bref, abonnez-vous pour la suite. Pourquoi les meilleurs dictateurs viennent souvent de l'armée? Pourquoi? Parce que l'institution militaire forme à ce que toute dictature exige. La discipline, l'obéissance, le contrôle et l'art de la force. Un militaire sait diriger des hommes. Il sait planifier des opérations et surtout obéir sans poser de questions. Quand il prend le pouvoir, il transpose cette logique au pays entier. La société devient un camp, avec ses ordres, ses punitions et un chef incontesté. Regardez Augusto Pinochet au Chili. Général formé à la stratégie militaire, il prend le pouvoir par un coup d'État en 1973. Sa gouvernance est celle d'un commandant. Hiérarchie stricte, répression brutale des opposants, discipline imposée à tous les niveaux. En Égypte, Hosni Moubarak, ancien chef de l'armée de l'air, dirige pendant 30 ans avec le réflexe militaire. Maintien de l'ordre, contrôle serré de la population, appareil sécuritaire omniprésent. Plus récemment,
Abdel Fattah, lui aussi militaire de carrière, prend la présidence après avoir renversé un gouvernement civil. Son style est typique d'un officier. Contrôle total de la presse, mise au pas de la justice et utilisation massive de la propagande nationaliste. Pourquoi ce profil est réussi si bien en dictature? Parce qu'un militaire sait déjà gérer la peur et la loyauté. Il comprend comment gagner la fidélité de ses troupes et il sait comment neutraliser un ennemi avant qu'il agisse. Il sait aussi comment imposer l'ordre par la force ou la menace. De plus, l'armée est souvent l'institution la plus organisée et respectée dans les pays fragiles. Un officier qui la dirige dispose déjà d'un réseau, de moyens logistiques et d'hommes armés prêts à le suivre. Pas besoin de conquérir le pouvoir, il lui suffit d'ordonner à ses troupes de marcher sur le palais. Et une fois au sommet, il gouverne comme sur un champ de bataille. Les opposants deviennent des ennemis à éliminer, les alliés sont des soldats à récompenser et le peuple un corps à discipliner. En politique, un civil peut apprendre à gouverner, mais un militaire sait déjà gouverner. Voilà là toute la différence. Et dans l'univers impitoyable des dictatures, c'est souvent la différence entre régner et tomber. Abonne-toi pour la suite. Un dictateur tyrannique doit savoir diviser son peuple pour mieux régner. Et en Afrique, l'élément de prédilection pour la division du peuple, c'est l'ethnie. Le dictateur le sait, alors il joue avec l'ethnie comme on joue avec une grenade dégoupillée. D'abord, le dictateur met les siens au sommet du pouvoir. Il nomme des ministres, des généraux, des PDG, tous issus de son groupe ethnique. Les autres regardent, frustrés, exclus du festin. Puis il entretient les rancunes. Il rappelle les vieilles blessures, les humiliations passées. Il laisse courir des rumeurs comme quoi le clan X ou Y serait violent, dangereux ou qu'il voudrait prendre le pouvoir. Parfois, il provoque lui-même des incidents. Il va aller faire des nominations injustes ici et des arrestations ciblées par là. Chaque geste envenime les relations entre communautés. Regardez Mobutu. Il favorisait les Gbandi. Mais il n'hésitait pas à attiser les rivalités entre d'autres ethnies pour éviter qu'elles ne s'allient contre lui. Regardez aussi Habyarimana au Rwanda. Il privilégiait les Hutus et marginalisait les Tutsis, tout en préparant volontairement ou non l'explosion la plus meurtrière de l'histoire moderne africaine. Dans ce jeu, le peuple se bat contre ses propres frères. Le peuple se bat entre ethnies. Pendant que le dictateur se frotte les mains, lui, il n'est plus l'ennemi principal. L'ennemi, c'est l'autre communauté. L'ennemi, c'est ton voisin. L'ennemi, c'est ton propre frère, pas lui. Et tant que la haine circule horizontalement, personne ne regarde vers le haut pour s'attaquer au dictateur. Abonne-toi pour la suite. Historiquement, plusieurs pays se sont développés grâce à la démocratie. Mais souvent, ce développement est venu après une longue période d'instabilité et de reconstruction. Voici quelques exemples notables. Premièrement, on a les États-Unis. Ils ont maintenu un système démocratique depuis la fin du XVIIIe siècle. Et ils ont connu une croissance fulgurante, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il faut préciser que le développement initial s'est fait avec l'esclavage, l'expansion coloniale interne et les inégalités fortes. En deux, on a le Japon. Après la défaite de 1945, le Japon adopte une démocratie parlementaire sous supervision américaine. Le pays investit massivement dans l'éducation, l'industrie et la technologie, devenant une puissance mondiale en quelques décennies. En trois, on a l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale et la chute du nazisme, la RFA, Allemagne de l'Ouest, adopte une démocratie parlementaire solide, soutenue par le plan Marshall. Elle est aujourd'hui la première économie de l'Europe, comme vous le savez. En 4, on a les pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande. Ils ont combiné démocratie parlementaire et État-providence fort. Ils sont parmi les plus riches, stables et égalitaires au monde. En 5, on a l'Inde. C'est le plus grand pays démocratique du monde, malgré ses défis, la corruption, l'inégalité. Son économie est aujourd'hui l'une des plus dynamiques et elle est devenue une puissance technologique. La démocratie peut favoriser le développement si elle est stable. Pas de coup d'État tous les 5 ans comme on peut le voir en Afrique. La démocratie peut favoriser le développement si elle est adossée à une vision économique claire, si elle est protégée par des institutions solides, si elle est ancrée dans une culture politique du pays. Sinon, comme on le voit dans plusieurs pays africains, la démocratie, copier-coller, devient juste un théâtre électoral où rien ne change. Historiquement, plusieurs pays se sont développés grâce... Pourquoi dit-on qu'un pays est pauvre? Quand on entend parler de pays pauvre, souvent on pense à un pays sans argent. Mais qu'en est-il des autres facteurs liés à ce titre? Par quoi mesure-t-on la pauvreté d'un pays?
Déjà, il y a ce qu'on appelle par le revenu par habitant, qui est calculé par le PIB par habitant. Un pays peut beaucoup produire, mais si la richesse obtenue est concentrée dans les mains de certains ou bien de quelques-uns de la population, eh bien la population de ce pays reste pauvre. Mais il y a aussi la santé publique. Un pays dans lequel les hôpitaux sont rares, un pays dans lequel le taux de mortalité infantile est élevé, mais aussi un pays dans lequel l'espérance de vie stagne et est très court, est un pays pauvre, même si la capitale abrite les plus belles tours. Il y a aussi l'éducation qui est un autre pilier. Un pays dans lequel la plus grande partie de la population ne sait ni lire ni écrire, ou encore n'a pas accès à une formation de qualité, reste un pays vulnérable et dépendant de l'extérieur. Qu'en est-il des infrastructures? Un pays dans lequel il n'y a ni route, ni électricité, ni eau potable, ni Internet est un pays qui ne peut soutenir un développement économique solide. Donc il reste un pays pauvre. Et pour finir, il y a la gouvernance. Un pays dans lequel il y a la corruption. Il y a un manque de stabilité politique. Un pays dans lequel il y a un manque de justice fiable, si on peut le dire, et également de l'insécurité, décourage les investissements et appauvrit le même pays, même s'il a des ressources naturelles, même s'il a beaucoup de ressources naturelles. Donc, un pays qui est pauvre n'est pas seulement un pays qui manque d'argent. Et la preuve, c'est les pays d'Afrique, par exemple. Ces pays-là sont riches en diamants, en or, en cobalt, ou en quoi que ce soit. Mais lorsqu'il s'agit des infrastructures, on n'en voit pas. Il y a un système de santé en ruine déjà, des infrastructures dégradées, un chômage massif, mais également une jeunesse sans perspective. Une jeunesse sans perspective. Une jeunesse qui est sans perspective. Donc c'est un pays pauvre. Donc un pays pauvre, ce n'est pas seulement un pays qui manque d'argent, mais c'est également un pays qui ne peut pas assurer pour sa population des conditions nécessaires pour qu'il se permette un avenir meilleur. Pourquoi? C'est quoi la différence entre un dictateur et un tyran? Les deux sont relativement proches dans l'imaginaire collectif, mais il y a une nuance importante à faire. Un dictateur, au sens strict, c'est un dirigeant qui concentre tout le pouvoir entre ses mains, souvent en dehors ou au-dessus de la loi. Le terme vient de la Rome antique, où un dictateur pouvait être nommé temporairement en période de crise pour agir vite. Dans certains cas, ce pouvoir pouvait être utilisé de façon relativement ordonnée, et même bénéfique au pays, mais toujours sans contre-pouvoir. Exemple concret avec Jerry Rawlings au Ghana qui a pris le pouvoir par un coup d'État, dirigé sans opposition forte, mais a aussi mis en place des réformes économiques et rendu le pouvoir à un gouvernement élu. Il a rendu le pouvoir et c'est un Africain. Le tyran, lui, c'est un dictateur qui abuse de son pouvoir pour opprimer, enrichir son clan, écraser toute opposition et gouverner par la peur. Là, il n'y a pas la moindre notion d'intérêt général. C'est la domination brutale et personnelle. Exemple concret, Idi Amin Dada en Ouganda. Il a régné par la terreur, par le massacre, des expropriations arbitraires. On a aussi Jean Bébé Bokassa en Centrafrique. Excentricité, répression violente, dépenses délirantes alors que le peuple meurt de faim. Et je vous laisse deviner les restes, les Ivoiriens vous savez, les Camerounais vous savez, les Gabonais vous savez, les Congolais vous savez, les Comoriens vous savez, les Malgaches vous savez, les Algériens vous savez, bref, vous savez. D'accord? Donc en résumé, un dictateur, c'est le pouvoir absolu, pas forcément synonyme de cruauté extrême, mais souvent, c'est ça. Et le tyran, lui, c'est un dictateur plus des abus permanents. Un voleur, un pillard, un assassin, un menteur et un nuisible, simplement. Voilà. C'est quoi la différence? Voici pourquoi nos hommes politiques sont constamment obligés de se trouver des ennemis et de leur déclarer la guerre. Moi, président, mon ennemi sera les ennemis de la France. Tout stratège, tout homme de pouvoir, tout dirigeant doit un jour faire le choix de se désigner un ennemi. C'est la première loi des 33 lois de la guerre de Robert Greene. Parce qu'on ne peut pas tout embrasser, parce qu'on ne peut pas rester neutre éternellement, parce que dans la guerre, comme dans la politique, la confusion est plus dangereuse que l'opposition. Quand vous évitez les conflits, vous ne paraissez pas pacifique. Vous paraissez flou, faible, indécis. En politique, ne pas avoir d'ennemi, c'est de ne pas avoir de camp. Ne pas avoir de camp, c'est ne pas exister. L'ennemi est votre boussole. Il vous force à vous positionner, il vous oblige à agir avec clarté, il vous révèle à vous-même. Et c'est souvent grâce à lui que naît votre légende. Prenons un exemple simple. Thomas Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso, n'a jamais hésité à désigner ses ennemis. L'impérialisme,
la corruption, les élites africaines complices du pillage. Il les nommait, les dénonçait, les combattait. Pas par goût du conflit, mais parce que cela donnait un axe clair à son projet. Cela fédérait le peuple autour d'une lutte. Cela lui donnait une voix forte dans le monde. Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est la même méthode employée par les Le Pen, Éric Zemmour ou même Jésus, qui est venu pour combattre le mal. A l'inverse, ceux qui cherchent à plaire à tout le monde s'éteignent doucement. Ils sont prudents, modérés, diplomates et finissent généralement oubliés. Robert Greene n'invite pas à la violence, il invite à la clarté. Choisir un ennemi stratégique, c'est choisir ce que vous refusez, ce que vous ne serez jamais, et donc ce que vous êtes. Ne cherchez pas à faire l'unanimité, cherchez à être tranchant. Identifiez votre adversaire et déclarez-lui la guerre, car c'est souvent en affrontant ceux qui vous résistent que vous devenez vraiment ce que vous valez et que vous montrez à tout le monde, justement, qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Abonne-toi pour la suite. Après un coup d'État, pourquoi un dictateur élimine ses alliés? Le jour du coup d'État, ils étaient tous ensemble. Ils ont conspiré dans l'ombre, juré fidélité, ils ont risqué leur vie côte à côte. Mais une fois le pouvoir pris, l'un d'eux disparaît. Puis un autre, puis encore un autre. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Le dictateur, le tyran, c'est une chose. Celui qui a trahi une fois peut trahir deux fois. Ses anciens alliés connaissent ses secrets, ses faiblesses et savent que le pouvoir peut tomber. Alors avant qu'ils ne deviennent des rivaux, ils frappent en premier. Staline, en URSS, a pris le pouvoir avec ses camarades bolcheviques. Quelques années plus tard, il les accuse de complot imaginaire, les juge publiquement et les fait exécuter un par un. Saddam Hussein, en 1979, convoque les cadres de son parti. Il lit une liste de noms, ce sont ses compagnons de route. Devant tout le monde, ils sont arrêtés, emmenés et fusillés. Pour un dictateur, la loyauté n'existe pas, il n'y a que l'utilité. Et une fois qu'un allié ne sert plus à rien, il devient une menace. Alors retiens bien ceci. Dans un coup d'État, l'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas l'opposition, c'est l'ami d'hier. Et dans la vie de tous les jours aussi, celui qui connaît tes secrets peut te buter demain. Méfie-toi, ferme ta bouche, ne fais confiance à personne. Si tu as envie de parler à quelqu'un, va prier, parle à Dieu, il t'écoutera et Dieu est silencieux. Méfie-toi des hommes et méfie-toi de tout ce qui respire dans ce monde. L'homme est mauvais, retiens-le, l'homme est mauvais. Bonne journée. Vous voulez devenir dictateur, vous devez utiliser la propagande pour faire croire que tout va bien dans votre pays. Donc si les hôpitaux tombent en morceaux, il faudrait qu'il y ait des caméras qui filment une cérémonie officielle où on vous voit distribuer des médicaments. Si le peuple meurt de faim, la première dame débarque avec quelques sacs de riz sous les feux des projecteurs, bien évidemment. Dans les régimes autoritaires, on ne résout pas les problèmes, on les maquille. C'est la dictature de l'image, la mise en scène remplace l'action. En Corée du Nord, les enfants chantent les louanges du régime pendant qu'ils crèvent de faim. En URSS, on faisait visiter des usines modèles, vides, silencieuses, mortes. Sous Mussolini, les trains étaient filmés à l'heure, mais roulaient vides, sans passagers. Le plus important, c'est l'image. La propagande ne sert pas à informer, elle sert à construire une illusion. Une illusion où tout va bien, où le chef d'État est compétent, généreux et même visionnaire. Peu importe que les écoles soient fermées, que les routes soient défoncées, que les salaires soient impayés, tant que les images racontent une autre chose, la fiction l'emporte sur la réalité. Youssoupha disait si bien, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Dans de nombreux pays africains, cette logique est devenue un système. On construit les façades, on peint les murs à la veille des visites officielles. Je pense que vous les Africains, vous voyez vraiment de quoi je parle. Et surtout, on filme tout comme preuve de progrès. La télévision d'État glorifie chaque parole du président, les statistiques sont gonflées, les cérémonies sont répétées et les journalistes sont muselés. Le dictateur n'a pas besoin de résultats tangibles, il a juste besoin de contrôle narratif. Il doit paraître fort, aimé, infaillible. Alors il fabrique un pays imaginaire, un décor de cinéma où il joue le rôle principal. Ce n'est plus de la politique, c'est du théâtre. Et le peuple, souvent affamé, sans soins, sans voix, est réduit au rôle de figurant. Si vous voulez combattre la dictature, il faudrait comprendre les mécanismes de celle-ci. Ici, je vous partage les lois du pouvoir et de l'État. Abonnez-vous. On parle souvent de la démocratie, mais en réalité, il en existe de plusieurs formes, chacune avec ses mécanismes et ses limites. On a la démocratie directe. Le peuple prend lui-même ses décisions, sans passer par des représentants.
historiquement pratiqué à Athènes dans l'Antiquité et aujourd'hui encore utilisé à petite échelle, comme en Suisse, à travers des référendums populaires fréquents. L'avantage, c'est que les citoyens ont un contrôle direct. L'inconvénient, c'est que c'est difficile à appliquer dans un État moderne avec des millions d'habitants. Deuxièmement, on a la démocratie représentative. Le peuple élit des représentants, des députés, des sénateurs, etc., qui prennent les décisions en son nom. C'est le modèle le plus répandu aujourd'hui, en France, aux États-Unis, au Ghana. L'avantage, c'est que c'est plus pratique pour les grands pays. L'inconvénient, c'est que les représentants peuvent s'éloigner des intérêts réels du peuple. Troisièmement, on a la démocratie semi-directe, un mélange des deux. Il y a des représentants, mais le peuple garde un certain pouvoir direct via référendum ou des pétitions populaires. C'est le cas par exemple en Suisse et dans certains États américains. 4. On a la démocratie parlementaire. Le gouvernement est issu du Parlement et dépend de sa confiance, comme c'est le cas au Royaume-Uni, en Inde ou en Afrique du Sud. Si le Parlement retire sa confiance, le gouvernement tombe. En 5, on a également la démocratie présidentielle. Le président est élu par le peuple et concentre des pouvoirs importants, séparés par le Parlement. Exemple, aux États-Unis, au Nigeria, au Brésil. L'avantage, c'est la stabilité exécutive. Et l'inconvénient, c'est justement le risque de dérive autoritaire si les contre-pouvoirs sont faibles. En 6, on a la démocratie libérale, qui est basée sur le respect strict des libertés individuelles, de la presse libre et d'un état de droit solide, comme c'est le cas au Canada ou en Allemagne. En 7, on a la démocratie illibérale. Il y a des élections, mais les libertés fondamentales sont limitées. La presse est muselée et les institutions sont manipulées. Exemple, en Turquie, actuellement, ou en Russie. Officiellement démocratie, mais pratiquement autoritaire. En Afrique aussi, beaucoup de pays se présentent comme des démocraties, mais elles fonctionnent en réalité comme des démocraties de façade. Les élections sont truquées, les opposants sont harcelés, quelquefois assassinés, la presse est sous contrôle total, ce qui les rapproche plus d'un régime autoritaire que d'une véritable démocratie. Les Africains sont des comédiens. Foutez le camp. La démocratie ne vous concerne pas. On parle souvent de la démocratie, mais en réalité, il en existe de plusieurs formes. Pourquoi remarque-t-on qu'après des années de répression, le dictateur devient plus docile ? Il arrive généralement qu'à un moment donné, le dictateur laisse les gens parler, laisse les gens le critiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On a l'impression que le dictateur n'est plus violent, qu'il n'est plus méchant. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Il faut savoir que la violence permanente coûte cher. Elle use l'appareil sécuritaire, elle l'isole sur la scène internationale et elle finit par créer plus de haine que de soumission. Un dictateur habile sait alterner la poigne et la caresse. Après une période dure, il détend l'étau, non pas pour libérer son peuple, mais pour le calmer. C'est la paix du prisonnier. On ouvre un peu la porte de la cellule et soudain, l'air semble plus respirable. Le peuple soulagé croit à un changement, il baisse la garde et arrête de se révolter. En Chine, après les purges sanglantes de Mao, Deng Xiaoping assouplit certaines libertés économiques, pas pour démocratiser, mais pour sauver le régime et calmer la population après le chaos de la révolution culturelle. Résultat, le pouvoir reste intact et le peuple s'occupe à travailler plutôt qu'à contester. En URSS, Gorbatchev lance la glasnost et la perestroïka. Plus de liberté de parole, plus d'ouverture. L'objectif affiché, moderniser le pays. L'objectif réel, sauver un système soviétique en crise. Mais dans ce cas, l'assouplissement est allé trop loin et le régime a fini par s'effondrer. Plus près de nous, au Rwanda, Paul Kagame est passé d'une poignée de fer au début de son règne à un discours plus apaisé ces dernières années, tout en gardant un contrôle strict sur les leviers du pouvoir. La peur est moins visible, mais la surveillance reste omniprésente. Un autre facteur joue, l'âge. Un dictateur vieillissant sait que son corps ne pourra plus gouverner par la force. Il cherche alors à lisser son image pour préparer sa succession ou garantir son héritage. Il devient silencieux, presque paternel, pour se faire pardonner des années de répression. Mais derrière cette façade d'ouverture, les fondations du régime ne changent pas. Les lois restent en place, les forces de sécurité restent fidèles et la machine de contrôle continue de tourner. La différence, c'est qu'elle tourne en douceur, plus lentement qu'avant. Alors quand un dictateur devient plus ouvert, il ne faut pas seulement écouter ce qu'il dit, mais regarder si en coulisses, il a vraiment lâché le pouvoir. Parce que souvent, ce n'est pas une libération, c'est juste une autre forme de prison. Pourquoi remarque le dictateur tyrannique empêche son peuple de voyager, notamment en compliquant l'accès au passeport, pour 3 raisons principales. La première, c'est d'éviter la fuite des cerveaux et des opposants.
Un citoyen qui quitte le pays peut étudier, s'enrichir et découvrir d'autres systèmes politiques. Et revenir avec des idées dangereuses pour le régime. Pire, il peut rester à l'étranger et devenir un opposant actif, libre de critiquer et d'organiser la résistance sans craindre directement la répression. Deuxième raison, contrôler l'image du pays. Si trop de citoyens voyagent, ils peuvent témoigner à l'étranger de la misère, de la corruption et des abus du régime. Limiter les départs, c'est limiter les fuites d'informations embarrassantes qui pourraient ternir l'image officielle que le dictateur veut vendre au monde entier. Troisième raison, maintenir la dépendance et la peur. Empêcher le voyage, c'est couper les citoyens de toute comparaison avec d'autres réalités. Un peuple qui ne connaît pas la version officielle finit par croire que c'est pareil partout et que c'est même peut-être pire ailleurs. C'est un peu la mentalité des Nord-Coréens en ce moment. C'est aussi un moyen de punir les voix critiques. Un opposant privé de passeport est enfermé dans le pays sous surveillance permanente. Exemple concret, Guinée équatoriale de Teodoro Obiang. Pendant longtemps, l'accès au passeport était contrôlé pour limiter les déplacements non autorisés, surtout les déplacements des opposants. Dans l'Érythrée du président Afwerki, obtenir un passeport est un privilège rare, souvent réservé aux personnes jugées loyales au régime. Au Soudan, sous Omar el-Béchir, les opposants voyaient leur passeport confisqué pour les empêcher de se rendre à l'étranger et mobiliser la diaspora. Pour résumer tout ça, il faut savoir que pour un dictateur, laisser son peuple voyager, c'est risquer qu'il ouvre les yeux. Et un peuple qui ouvre les yeux, c'est beaucoup plus difficile à dominer. Donc vous restez là, avec moi, et vous souffrez en silence. Le dictateur tyrannique empêche son peuple de voyager. Le plus grand ennemi du dictateur, ce n'est pas l'opposant en exil. Ce ne sont pas les sanctions venues de l'étranger, ce ne sont même pas les coups d'État de ses généraux. La plus grosse peur, la plus grosse menace d'un tyran, c'est son peuple. Il sait une chose, le jour où le peuple se lèvera, le jour où le peuple changera de camp, son régime tout entier s'effondrera. C'est pourquoi il gouverne par la terreur, pas seulement pour punir, mais pour tuer le courage à la racine. En Guinée, sous Sékou Touré, des milliers de personnes furent enfermées ou exécutées dans le tristement célèbre camp Boiro. Le message était clair. Quiconque ose défier le pouvoir disparaîtra à tout jamais. En Ouganda, Idi Amin Dada faisait assassiner ses opposants et exhibait leurs cadavres pour terroriser la population. Ce n'était pas de la folie seulement, c'était une stratégie de peur. En Guinée équatoriale, Mathias Nguema imposait un régime de peur où la moindre critique devenait une condamnation à mort. Arrestation arbitraire, torture, disparition, exécution maquillée, chaque dictateur africain perfectionne l'art d'installer la peur dans les cœurs des hommes. Mais l'histoire prouve une chose, cette stratégie a aussi ses limites. En Tunisie en 2011, quand Mohamed Bouazizi s'immole par le feu, le peuple perd la peur. Ben Ali, qui régnait depuis 23 ans, tombe en quelques semaines. En Égypte, pareil, malgré 30 ans de régime autoritaire, Hosni Moubarak est balayé en 18 jours de révolte. Même en Libye, la terreur de Kadhafi n'a pas suffi à sauver son pouvoir lorsque le peuple s'est insurgé contre lui. Le tyran règne tant que le peuple tremble, mais il tombe toujours le jour où le peuple n'a plus peur de lui. Tu vois d'où vient le problème? Qui n'est pas trop puissant? C'est toi qui as peur. Chaque année en Afrique, on célèbre l'indépendance. Les drapeaux sortent, les fanfares jouent, les dirigeants paradent en costard et lunettes noires. Mais indépendance de quoi exactement? Dans les années 60, les anciennes colonies ont commencé à obtenir leur liberté. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Les colons sont partis. Pourtant, l'argent est resté sous contrôle étranger. Nos armées sont parfois formées ou financées par l'ancienne puissance. Nos matières premières sont exportées brutes, achetées à bas prix, revendues à prix d'or. Et nos dirigeants sont souvent choisis ou soutenus par ceux-là même qu'on prétendait avoir chassés. Alors chaque année, les Africains s'en foutent. On se félicite d'avoir brisé nos chaînes, tout en gardant les cadenas. Pendant ce temps, les vraies questions restent sans réponse. Pourquoi, des années après la dite libération, nos économies sont-elles toujours dépendantes? Point d'interrogation. Pourquoi nos monnaies sont-elles encore gérées par d'autres pays? Point d'interrogation. Pourquoi, dans certains États, faut-il l'autorisation de l'ancien colon pour déployer des troupes sur notre propre sol? Point d'interrogation. Pendant que nous défilons pour l'indépendance,
d'autres nations avancent réellement. Le Japon, la Corée du Sud, Singapour. Aucun n'a attendu une date officielle pour se libérer. Ils se sont reconstruits avec fierté, discipline et vision. Alors, faut-il continuer à célébrer cette indépendance ou simplement admettre qu'il s'agissait d'une étape inachevée et se battre enfin pour la vraie liberté, celle qui se mesure en souveraineté économique, en puissance militaire et en indépendance culturelle? La question est simple. Sommes-nous libres ou seulement indépendants sur le papier? Parce que c'est bien beau de fêter l'indépendance de ton pays, mais est-ce que tu as honnêtement, tout au fond de toi, est-ce que tu as vraiment la conviction que ton pays est indépendant? Est-ce que ton pays est indépendant? Sois honnête avec toi. Il ne faut pas laisser des fois le gouvernement vous induire dans des bêtises. Vous êtes là, vous allez assister à leur spectacle, leur mascarade, leur foutaise. Reste chez toi, passe du temps avec ta famille. N'adhère pas à ces... Oh là là, mon Dieu, vous allez me rendre fou ici. L'Africain, c'est-à-dire qu'il nous faut une thérapie de groupe où je vous fais asseoir, vous tous, et on fait des psychologies. Parce que vous me rendez dingue. Oh. Vous me rendez dingue. Vous me rendez dingue. C'est quoi vous me rendez dingue? Je deviens dingue à cause de vous. Je ne sais même plus par où commencer ou par où aller. Vous m'énervez même. Abonnez-vous. Si ton pays est actuellement sous dictature, c'est entièrement par ta faute. Et tu es responsable de tout ce qui s'y passe. Tous les peuples du monde affirment aspirer à la paix, à la démocratie et à la liberté. Mais l'histoire a démontré siècle après siècle que ces idéaux ne s'obtiennent jamais gratuitement. Ils ne tombent pas du ciel, ils ne se donnent pas par bonté d'un tyran ou par simple évolution du temps. La liberté est toujours le fruit d'un combat acharné. Et ce combat exige inévitablement des sacrifices, parfois jusqu'au prix ultime, celui de la vie. Prenons l'exemple du Japon. Au sortir du 19e siècle, ce pays n'était qu'un archipel féodal, encore fragile et menacé par les grandes puissances occidentales. Pourtant, lorsque le choc est venu, notamment face aux États-Unis, les Japonais ont démontré une détermination implacable. Ce n'était pas la certitude de vaincre qui les animait, mais la conviction que l'honneur de leur nation, sa dignité et son indépendance valaient plus que la peur de la mort. Ainsi, ce petit pays a osé défier une superpuissance, les États-Unis, précisément parce qu'il avait éduqué son peuple à considérer la mort non pas comme une fin, mais comme un sacrifice nécessaire pour préserver la liberté. Regardons également le Vietnam. C'était une colonie pauvre, affamée, exploitée, sans grandes ressources matérielles. Pourtant, lorsque l'armée américaine, avec toute sa puissance de feu et ses technologies de guerre, est intervenue, ce peuple n'a pas reculé. Ils savaient que matériellement, ils ne pouvaient pas rivaliser. Mais ils avaient compris une vérité universelle, qu'un peuple prêt à mourir pour son indépendance finit toujours par l'emporter, même face à un empire. Leur victoire n'était pas militaire dans le sens classique du terme, elle était morale et psychologique, car ils avaient montré au monde entier que la volonté et le sacrifice peuvent triompher de la peur et de la soumission. Et nous autres en Afrique, nous avons déjà du mal à dénoncer la tyrannie ou à critiquer la dictature, mais nous rêvons d'un avenir de justice, de démocratie et de prospérité. Nous ne le méritons pas. Au moment décisif, lorsque la liberté demande un prix, chacun recule. Personne ne veut mourir pour son pays. Chacun attend que l'autre se sacrifie. Chacun préfère survivre à genoux plutôt que de risquer sa vie debout. Et c'est précisément là que réside la force des tyrans africains. Ils jouent avec votre peur. Regardons ensemble cette vidéo. Si vous voulez pas que ça parte en couille, vous avez intérêt à appuyer le truc. Là, on va aller à l'Élysée. Je viens de passer 3 barrages. Ne dites pas que c'est pas possible. Ils nous frapperont pas si on les touche pas. Au pire, il y en aura un qui va manger. Je suis prêt à me sacrifier. Il en faut que quelques-uns. Ils sont combien là? Ils sont 100, on est 4000. Maintenant, analysons la vidéo. Nous avons donc des gilets jaunes qui sont en face de policiers qui font barrage. Les policiers sont prêts à faire usage de la force si nécessaire. Et le peuple le sait. Les gilets jaunes veulent passer pour aller faire valoir leurs droits fondamentaux, mais ils savent qu'ils seront violentés par la police. Alors un homme dit ceci. Je viens de passer 3 barrages. Ne dites pas que c'est pas possible. Ils nous frapperont pas si on les touche pas. Au pire, il y en aura un qui va manger. Je suis prêt à me sacrifier. Il en faut que quelques-uns. Ils sont combien là? Ils sont 100, on est 4000. Au pire, il y en aura un
qui va manger, je suis prêt à me sacrifier. Cet homme courageux a rappelé au peuple la force du nombre, mais il a aussi affiché le sens du sacrifice. 100 policiers ne peuvent pas violenter 4000 personnes. Donc il y en a forcément qui vont pouvoir passer si certains se sacrifient. Et cet homme s'est porté volontaire pour son sacrifice, pour la liberté du peuple. Au pire, il y en aura un qui va manger, je suis prêt à me sacrifier. Au pire, il y en aura un qui va manger, je suis prêt à me sacrifier. Tu vois, c'est exactement ce qui manque dans ton pays. C'est ça que toi tu n'as pas et que tes confrères n'ont pas. Ton dictateur n'est pas mauvais. C'est toi qui es mauvais parce que tu tolères que ton pays soit maltraité par le dictateur. Un dictateur n'a pas besoin d'être puissant. Il n'a pas besoin d'avoir une armée invincible ou une économie florissante. Il lui suffit d'une chose, que son peuple ait peur de mourir. Car la peur de la mort est l'arme la plus efficace entre ses mains. Elle paralyse, elle divise, elle empêche l'action collective. Plus le peuple craint la mort, plus le tyran l'utilise pour freiner toute révolte et neutraliser toute tentative de libération. La vérité est donc brutale, mais inévitable. La liberté n'est jamais donnée. Elle ne s'obtient pas par la simple patience, ni par les prières, mais elle s'arrange. Elle se demande, elle se conquiert, elle exige des sacrifices et la véritable question au fond, ce n'est pas de savoir si nous voulons être libres, car tout peuple dans ses rêves et dans ses discours veut la liberté. La véritable question c'est, sommes-nous prêts à mourir pour obtenir notre liberté? Si t'es d'accord, on a compris, le président de la République de ton pays n'est pas compétent. Imaginons maintenant que c'est toi le nouveau président. Comment est-ce que tu ferais pour redresser le pays? Comment est-ce que tu lutterais contre la corruption, le favoritisme, le tribalisme? Comment est-ce que tu comptes réduire le taux de chômage? Comment est-ce que tu comptes régler la dette extérieure du pays? Comment est-ce que tu comptes faire émerger ton pays? Ton pays a certainement énormément de problèmes. Certains sont connus et d'autres tu ne les connais pas encore. Mais dans tous les cas, essaye de te mettre à la place d'un chef politique et définis des stratégies qui te permettront de développer ton pays, de faire en sorte qu'il devienne rapidement émergent et qu'il devienne même un modèle pour d'autres pays d'Afrique. J'en appelle à ton intelligence et à ta stratégie politique. Aujourd'hui, tu es président de la République. Comment est-ce que tu redresses les choses? Parce que c'est bien beau de critiquer, de dire que X ou Y est incompétent, que c'est juste un voleur. D'accord, on a compris. Et probablement que tu as raison. Maintenant, l'heure est à la proposition de solution. Comment est-ce qu'on arrange les choses, monsieur le président? Ou madame la présidente d'ailleurs. Comment est-ce que vous arrangez les choses? Si c'était à vous de jouer. J'attends. D'accord, on a compris, le président de la République de ton pays n'est pas compris. Le peuple africain ne demande pas la démocratie, mais il demande le développement. On dit souvent que les Africains courent derrière la démocratie. Mais est-ce vraiment cela qu'ils cherchent en réalité? La vérité est plus simple. Les Africains n'ont pas de problème avec la durée d'un mandat. Ils n'ont pas de problème à avoir un homme resté au pouvoir 30 ou 40 ans. Leur vrai problème, c'est l'absence de développement. Regardez la Côte d'Ivoire, sous Félix Houphouët-Boigny. Il est resté au pouvoir pendant 33 ans. Mais parce qu'il a bâti, parce qu'il a fait du pays une vitrine de prospérité, la contestation était faible. Le peuple supportait sa longévité parce qu'il voyait les résultats. Regardez aussi au Rwanda de Paul Kagame. On critique son autoritarisme, mais une partie importante du peuple le soutient, car il a transformé un pays meurtri par le génocide en un modèle de développement en Afrique. Le peuple tolère la durée, car il voit les hôpitaux, les routes et la sécurité. C'est pareil avec Ibrahim Traoré. S'il travaille correctement et qu'il reste au pouvoir 40 ans, personne ne se plaindra. A l'inverse, regardez le Zaïre de Mobutu. Il est resté plus de 30 ans au pouvoir, mais sans réellement bâtir. Ses richesses personnelles augmentaient pendant que le peuple s'enfonçait dans la pauvreté. Là, la longévité devient insupportable et le régime finit par s'effondrer. Voilà le vrai malentendu. Le dictateur croit que le peuple veut lui ôter son trône, alors que le peuple n'attend de lui qu'une chose: des routes, des écoles, des hôpitaux, du travail et de la dignité. Si ces choses existaient, le pouvoir ne serait même pas contesté. Les gens ont besoin d'éléments fondamentaux. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'Afrique a besoin de démocratie ou pas. La vraie question, c'est simplement quand un homme choisit de rester au pouvoir. Choisit-il de bâtir pour son peuple ou de payer pour lui-même? Parce que c'est vraiment ça notre problème. Trouver quelqu'un qui bâtit pour le peuple. Abonnez-vous! Abonnez-vous! On ne développe pas un pays où 95% de la population ne lit que la Bible ou le Coran. La foi peut donner la force, elle peut réconforter. Mais un pays ne se construit pas avec les prières seulement.
Un pays se construit avec le savoir, la science, la technique, la culture. Regardez autour de vous. Les pays les plus avancés ont leurs églises et leurs mosquées aussi. Mais surtout, ils ont des bibliothèques, des laboratoires, des universités. En Corée du Sud, les étudiants passent leur nuit sur les manuels de mathématiques, d'ingénierie, d'économie. Au Japon, après les bombes atomiques, ce n'est pas un miracle biblique qui les a relevés. C'est l'éducation, la discipline, la recherche, le travail collectif. Pendant ce temps, chez nous en Afrique, nous confondons spiritualité et développement, croyant que Dieu descendra bâtir nos routes, soigner nos malades, éduquer nos enfants. Mais la vérité est plus dure à accepter. Dieu ne construit pas un pays, c'est le peuple qui le fait. Le Rwanda ne s'est pas redressé parce que les Rwandais ont jeûné plus que les autres. Il s'est redressé parce qu'ils ont choisi la discipline, l'éducation et l'organisation. Alors posons-nous la question. Si tu passes toute ta vie à ne lire qu'un seul livre, comment veux-tu affronter le monde qui en lit 1000 ? Si tu passes ton temps à attendre le paradis céleste, comment veux-tu bâtir un paradis terrestre pour tes enfants ? La foi doit nous pousser à travailler, pas à fuir nos responsabilités. La religion doit être une source d'éthique, pas une prison de l'esprit. Peuple d'Afrique, ouvrez les yeux. Lire la Bible, lire le Coran, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais lisez aussi autre chose. Lisez des livres d'histoire, des livres de sciences, d'économie, de philosophie. Parce qu'en ouvrant ton esprit, tu ouvres l'avenir de ton pays. Le pays a besoin de personnes cultivées. Devenez des intellectuels. Et soyez aussi spirituels, mais devenez des intellectuels. L'une des stratégies du dictateur tyrannique, c'est de faire des choses qui vont te dégoûter de ton propre pays afin que tu ne te battes plus pour le sauver. Un dictateur sait qu'un peuple fier se battra toujours pour sa patrie. Alors il détruit ce sentiment de patriotisme. Il ne veut pas seulement que tu aies peur de lui, il veut que tu cesses d'aimer ton pays. Comment fait-il ? En salissant tout simplement ton drapeau, en vidant le sens des symboles de la nation, en transformant chaque fête nationale en spectacle de corruption et de mensonges. Au Congo-Brazzaville, par exemple, combien de jeunes grandissent en voyant leur pays riche en pétrole, mais pauvre dans les quartiers, sans eau ni électricité. Beaucoup finissent par dire « ce pays n'en vaut pas la peine ». Et c'est exactement ce que le tyran veut. Pareil au Cameroun, après plus de 40 ans de règne de Paul Biya, une génération entière n'a connu que chômage, inégalité et confiscation des libertés. Résultat, une jeunesse désabusée qui rêve plus de l'Europe que de la défense de sa propre terre. En République démocratique du Congo, Mobutu avait créé un système où la corruption était la norme. On ne servait plus l'État par le patriotisme, mais par intérêt personnel. Petit à petit, le peuple a cessé de croire en sa propre nation. Voilà la vraie stratégie. Dégoûter le peuple de son pays, pour que plus personne n'ait envie de se battre pour lui. Un jeune qui n'a aucun espoir dans son avenir national ne devient pas un résistant. Il devient un migrant. Et il est prêt à mourir pour fuir le pays. Malgré tout, l'histoire nous a appris quelque chose de pertinent. Malgré les trahisons, les humiliations, il existe toujours des peuples qui retrouvent leur fierté. Le Burkina Faso de Thomas Sankara en est un exemple. En seulement 4 ans, il a redonné aux Burkinabés la conviction que leur pays comptait. Il a prouvé que l'on pouvait reconstruire la dignité nationale sans attendre l'étranger. Voilà pourquoi les tyrans craignent la mémoire des leaders patriotes, parce qu'ils rappellent au peuple que son pays mérite encore d'être défendu. Alors si des fois il se passe des choses qui t'énervent et qui te dégoûtent de ton pays, sache que ce n'est pas la faute au pays, mais c'est la faute à ceux qui gouvernent. Ne te trompe jamais de cible. Comment un dictateur tyrannique réussit-il à transmettre son pouvoir ? Comment réussit-il à faire en sorte que ça devienne héréditaire ? En politique, arriver au sommet du pouvoir, c'est un défi. Rester longtemps au pouvoir, c'est un vrai challenge. Mais le défi ultime, le véritable objectif d'un tyran ambitieux, ce n'est pas seulement de diriger, c'est de transformer le pouvoir en héritage, en système héréditaire qui se transmet de génération en génération, de père en fils, comme une dynastie. Certains y sont parvenus. Mais comment a-t-il réussi à le faire ? La stratégie est souvent la même si les contextes changent. Première étape, il faut contrôler les institutions clés. Au Togo, Gnassingbé Ayadema a placé ses alliés dans l'armée, la police,
et l'administration. Tout ça pour préparer la succession de son fils, Faure Ayadema. Au Gabon, Omar Bongo a consolidé son contrôle sur la justice, l'armée et la bureaucratie pour qu'Ali Bongo, son fils, reprenne le pouvoir sans contestation. Au Rwanda et en République du Congo, les actuels dirigeants ont structuré les institutions politiques et militaires de manière à s'assurer qu'aucune force interne ne puisse contester la succession ou l'influence politique potentielle qu'il pourrait avoir par la suite. Deuxième point, il faut éliminer les rivaux et affaiblir l'opposition. Au Togo, l'opposition a été marginalisée, emprisonnée ou affaiblie avant le transfert du pouvoir. Au Gabon, les principaux concurrents ont été neutralisés par des alliances forcées, des élections manipulées ou des pressions économiques. En République centrafricaine, sous Jean Bébel Bokassa, toute opposition potentielle a été brutalement supprimée, préparant le terrain pour des ambitions dynastiques qui ne se sont pas réalisées sur le long terme. Troisième étape, il faut créer un culte de la personnalité. Gnassingbé Ayadema et Omar Bongo ont tous les deux cultivé une image de père de la nation. Pareil en Corée du Nord d'ailleurs. Au Zaïre, aujourd'hui RDC, Mobutu Sese Seko a construit un culte similaire, transformant son image en symbole de l'État. Le peuple apprend simplement à associer la stabilité du pays à la figure du dirigeant, ce qui facilite l'acceptation d'un héritier. Quatrième étape, il faut manipuler les alliances et la loyauté. Au Gabon et au Togo, l'élite économique et militaire dépendent entièrement de la famille présidentielle pour conserver ses privilèges. En Égypte, sous Hosni Moubarak, le système de loyauté institutionnelle visait également à préparer une éventuelle transition du pouvoir à son fils, même si elle n'a jamais abouti. Cette dépendance crée une loyauté obligatoire qui se transmet aux successeurs et sécurise le contrôle sur les institutions clés. Et cinquième point, il faut simplement normaliser la succession. Pour qu'un pouvoir devienne héréditaire, il faut que la succession paraisse naturelle et légitime. Au Togo, Faure Ayadema était déjà présenté comme un héritier avant la mort de son père. Au Gabon, pareil, Ali Bongo a été préparé médiatiquement pour que son accession au pouvoir soit acceptée naturellement. Au Burundi, Pierre Nkurunziza a préparé un cercle de loyautistes autour de lui, rendant la succession ou la continuité de son influence politique presque automatique. À travers ces exemples africains, on voit se répéter la même mécanique: concentrer le pouvoir, neutraliser ses rivaux, créer un héritier, contrôler le récit. Une fois que le pouvoir devient héréditaire, le renverser devient extrêmement difficile et dangereux, car le système tout entier a été verrouillé pour protéger la dynastie, comme c'est le cas encore une fois en Corée du Nord. Abonnez-vous! Est-ce que la dictature c'est forcément une mauvaise chose? Une dictature c'est simple, c'est un régime politique où tous les pouvoirs est concentré entre les mains d'une seule personne. Mais il arrive également qu'il y ait énormément de dérives, ce qui dégoûte les gens de la dictature. Mais il faut savoir que la dictature peut être également bienveillante et extrêmement productive. Pourquoi les peuples s'en plaignent, surtout en Afrique? Parce qu'historiquement, la dictature rime avec abus, corruption massive, censure, peur permanente. De Franco à Mobutu, de Pinochet à Kim Jong-un, la liste des dictateurs où le peuple a souffert est longue. Et cette liste est encore à écrire aujourd'hui. Le pouvoir absolu attire la soif personnelle et détruit les libertés individuelles. Mais est-ce que cela veut dire que toutes les dictatures sont forcément mauvaises? Pas forcément. Si ce pouvoir absolu est utilisé avec sagesse et pour le bien commun, il pourrait permettre des décisions rapides, des réformes profondes et éviter les blocages politiques qui paralysent parfois certaines démocraties. Certains pays ont connu des dictatures éclairées, des régimes autoritaires qui, au lieu de se servir, ont servi le peuple. Par exemple, c'est le cas avec Lee Kuan à Singapour. Pas de vraie opposition, un contrôle strict des médias, mais en quelques décennies, il a transformé une petite île pauvre en puissance économique mondiale. Allez voir Singapour, allez sur YouTube, vous serez choqués. Le problème, c'est que la tentation à l'abus, elle est forte. Le risque, c'est que le dictateur d'hier, héros de la nation, devienne demain son pire cauchemar. Alors la question n'est pas seulement la dictature est-elle mauvaise, mais la question c'est à qui confier un pouvoir sans limite et pour combien de temps? Tous les pays d'Afrique doivent revoir leur système démocratique parce que nous avons fait du copier-coller sur ce qui fonctionnait en Occident, sauf que l'Occident n'a pas la même culture que nous. Nous n'avons pas les mêmes cœurs, nous n'avons pas les mêmes contraintes, ni traditions, ni ambitions. Tout est différent et on ne peut pas simplement prendre et déposer chez nous. Ça ne marchera pas. Tout est à revoir. Et pour ça,
On ne peut pas compter sur les gens qui nous gouvernent en ce moment. La nouvelle génération doit s'éveiller. Nous devons nous mobiliser pour faire bouger les choses. Abonne-toi pour la suite. Est-ce que la dictature... Pourquoi le dictateur freine le développement de l'entrepreneuriat dans son pays? La raison est simple. Dans son système, l'économie n'est pas un moteur de prospérité collective, mais un instrument de contrôle du pouvoir. Il y a plusieurs logiques derrière cette stratégie. Premièrement, l'indépendance économique, c'est l'indépendance politique. Un peuple qui réussit dans les affaires n'a plus besoin d'attendre l'aide de l'État ou les faveurs du président. Et un citoyen économiquement autonome peut financer des projets, des médias ou même des mouvements d'opposition. Pour le dictateur, encourager un entrepreneuriat fort, c'est créer des poches de pouvoir qui lui échapperont. Deuxième raison, le monopole des secteurs stratégiques. Les dictateurs verrouillent les secteurs les plus rentables. Pétrole, mines, télécommunications, importations. Les licences, les marchés publics et les autorisations sont attribuées aux membres du clan présidentiel ou à des entreprises étrangères qui leur reversent des commissions. Si l'entrepreneuriat local prospère dans ces domaines, cela réduit leur mainmise sur les influx financiers. La troisième raison, c'est la peur des élites économiques. Dans l'histoire africaine récente, plusieurs fortunes indépendantes ont tenté de se lancer en politique. Résultat, gel des avoirs, exil forcé, emprisonnement. Le dictateur sait qu'un entrepreneur populaire et riche peut devenir un rival sérieux. Et il préfère tuer la concurrence dans l'œuf. Quatrième raison, c'est le maintien d'une économie de survie. Un peuple occupé à survivre n'a ni le temps ni l'énergie, ni même les moyens d'organiser une contestation. C'est pourquoi certains régimes préfèrent que les petits commerces végètent et que les grandes entreprises soient rares, contrôlées ou alors étrangères. C'est ce qu'on voit actuellement au Congo-Brazzaville sous Denis Sassou Nguesso. Pareil en Guinée équatoriale sous Teodoro Obiang ou encore au Zimbabwe de l'époque de Robert Mugabe. L'État ne facilite pas la création d'entreprises. Il impose une bureaucratie lourde. Il multiplie les taxes arbitraires et réverse les opportunités aux fidèles du régime. Pourquoi le dictateur? En Afrique, devenir président n'est pas seulement une conquête politique, c'est aussi un combat spirituel. Car dans l'imaginaire collectif, celui qui dirige n'est pas un homme comme les autres. Il est choisi, guidé et parfois même protégé par les esprits. Dans de nombreux pays, africains surtout, les présidents ne se contentent pas d'avoir l'appui de l'armée ou des élites. Ils cherchent aussi à dompter les esprits du pays, à se relier aux forces invisibles. On parle de bénédiction, de rituels de sacrifice. Le pouvoir ne se prend pas seulement par les urnes, il se conquiert aussi dans l'invisible. Au Bénin, Patrice Vaudôme, plusieurs présidents ont reconnu publiquement avoir reçu des bénédictions spirituelles avant leur élection. Car sans l'aval des forces traditionnelles, on ne peut prétendre gouverner. Au Gabon, Omar Bongo alliait franc-maçonnerie, catholicisme et pratiques ésotériques africaines. Il savait que pour durer, il fallait être couvert à la fois par les réseaux visibles, la France, les loges, mais aussi les forces invisibles, les esprits, les ancêtres. Au Cameroun, Paul Biya est entouré d'un culte quasi mystique. On le dit protégé par des rituels secrets, des puissances spirituelles qui expliqueraient sa longévité exceptionnelle au pouvoir. Ceux qui doutaient encore, non, regardez-moi ça. Là, on a tous les évêques du Cameroun. Voilà. On a même l'archevêque ici, Jean Baga, qui est arrivé pour donner la force, voilà, à Paul Biya, qui le soutient. Ici, là, on a les Mbombok. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. On a les Mbombok, donc les chefs traditionnels Bassa, qui sont arrivés là-bas donner la force à Paul Biya. Là, on a les chefs traditionnels Sawa. Voilà, les Sawa. Eux tous, ils sont arrivés là-bas, bon, avec les bâtons pour donner la force à Paul Biya. Bon, là, on a les musulmans, là, les imams, voilà, les chefs imams, religieusement aussi, ils sont arrivés donner la force à Paul Biya. Voilà, les imams, là, ils sont arrivés donner la force à Paul Biya. Là, on a les chefs de l'Ouest. Voilà, les chefs de l'Ouest. Ensuite, là, on a les chefs du Nord-Ouest, les Fon. Ils sont partis donner la puissance à Paul Biya. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'avec ça là, toutes les puissances religieuses, spirituelles, mystiques, mélangées dans une personne, vous voulez taper le gars là à l'élection présidentielle? Voilà donc la logique. En Afrique, un président n'est pas seulement un chef politique, il est
aussi vu comme le dépositaire d'une puissance surnaturelle. Celui qui n'a pas dompté les esprits du pays est considéré comme vulnérable, incapable de tenir face aux crises et aux complots. Mais attention, cette dimension mystique peut être une force, mais aussi un piège. Car un chef qui fonde tout son pouvoir sur le spirituel finit par gouverner dans la peur permanente de ses ennemis invisibles qui peuvent se retourner contre lui. Et souvent, il sacrifie l'avenir de son peuple pour entretenir sa protection personnelle. La leçon à retenir, c'est qu'en Afrique, pour devenir président, il faut l'aval des hommes, mais aussi l'aval des esprits. Le pouvoir est politique, mais il est aussi mystique. Et je concentre mon discours sur l'Afrique, mais sachez que ça concerne quasiment tous les pays. En France, il y a la franc-maçonnerie, il y a différentes loges et différentes sectes. Simplement, nous parlons beaucoup plus du mystique que les Européens qui ont essayé de banaliser la chose. Mais ça existe, ils y croient aussi. Quand vous regardez leurs films, leurs mangas, il y a énormément de messages subliminaux. La spiritualité existe, messieurs, dames. Ce n'est pas simplement des croyances africaines, ça existe. Tout le monde y croit. Mais les Africains l'assument plus que les autres, c'est tout. En Afrique, devenir président n'est pas seulement une conquête politique. Un peuple, c'est des millions de bras, des millions de cœurs, des millions de têtes. Et pourtant, dans tant de pays africains, un seul homme s'élève au sommet et tient tout le monde sous son contrôle. La question est simple. Comment un seul peut dominer des millions? Prenons un exemple. Au Zaïre de Mobutu, des millions de Congolais, des Zaïrois à l'époque, jeunes et vieux paysans et des intellectuels obéissaient à la parole d'un seul homme. En Guinée équatoriale, Théodore Obiang dirige depuis plus de 40 ans et personne n'ose le contredire publiquement. Au Togo, la dynastie Nyasimbe contrôle un peuple entier depuis plusieurs décennies. Mais pourquoi le peuple, toujours plus nombreux, plie devant un seul individu? La Boétie nous donne une première clé. Ce n'est pas la force du tyran qui le rend puissant, c'est la soumission du peuple qui le rend invincible. Un dictateur n'a pas des millions de bras, il n'a pas des millions d'yeux, mais c'est le peuple lui-même qui, en acceptant de l'obéir, lui donne une armée, une police, des espions, des serviteurs et même des applaudissements. Imaginez un instant, si demain les fonctionnaires refusent de signer les accords injustes, si les militaires refusent de tirer, si les journalistes refusent de mentir, si le peuple refuse de se taire, que reste-t-il au tyran? Rien, sinon sa peur. C'est la première loi de ce manuel. Le tyran ne règne jamais seul. Il règne parce que le peuple accepte de se soumettre. Voilà pourquoi en Afrique, les dictateurs ne craignent pas l'opposition armée autant qu'ils craignent le peuple éveillé. Parce qu'un peuple conscient, c'est comme une mer en tempête. Nul dirigeant ne peut l'arrêter. Alors posons-nous la question. Est-ce vraiment le tyran qui est fort? Ou bien sommes-nous, par notre obéissance, les véritables artisans de sa puissance? Abonnez-vous! Aucun enfant ne naît esclave. Aucun peuple ne naît soumis. La soumission n'est pas naturelle. Elle s'enseigne, elle se cultive, elle s'impose. Regardez autour de vous. En Afrique, beaucoup de jeunes grandissent en apprenant que l'État est une force au-dessus d'eux, que l'autorité ne se discute pas, que le chef est une figure sacrée. Dès l'école primaire, on apprend des hymnes à la gloire du président. Dans certains pays, les livres d'histoire sont réécrits pour présenter les dictateurs comme des héros nationaux. Au Rwanda d'Habyarimana, à l'époque, les enfants apprenaient à l'école des leçons qui répétaient les divisions ethniques. Au Zaïre, Mobutu faisait chanter le maréchal président jusque dans les maternelles. Et aujourd'hui encore, dans plusieurs pays, les universités fabriquent plus de fonctionnaires obéissants que de citoyens libres. Dans son livre « Discours de la servitude », la Boétie nous prévient. On devient servile par habitude. C'est comme une chaîne invisible qui se transmet de génération en génération. Les parents enseignent à leurs enfants la peur du pouvoir, les enfants deviennent adultes et reproduisent la soumission. Et ainsi, la tyrannie se perpétue, sans même que le tyran n'ait besoin de lever le petit doigt. Mais souvenez-vous, si la soumission s'apprend, la liberté aussi peut s'apprendre. L'histoire africaine nous le montre. Les Momo au Kenya ont brisé la peur transmise par la colonisation. Les Sud-Africains ont appris à défier l'apartheid malgré les décennies d'éducation raciste. La jeunesse burkinabé a désappris la soumission pour renverser Blaise Compaoré. Voici la deuxième loi de ce manuel. Personne n'est né pour servir. Si un peuple est soumis, c'est parce qu'on lui a appris à aimer ses chaînes. Alors la vraie question c'est, allons-nous continuer à enseigner à nos enfants la soumission ou allons-nous leur apprendre les notions de liberté? Aucun enfant ne naît esclave. Aucun peuple ne naît soumis.
La soumission n'est pas naturelle. La tyrannie ne tient pas seulement par la force des armes. Elle s'appuie sur des chaînes invisibles, plus solides que des prisons. Par exemple, les coutumes, la religion, la peur. Dans beaucoup de pays africains, les dictateurs savent manipuler la tradition. Ils se présentent comme des pères de la nation, comme des sages ou comme des rois modernes. Et le peuple, par respect de la coutume, hésite à contredire l'autorité. On dit simplement, on ne parle pas contre le chef, on respecte l'ancien. Et ces phrases deviennent des barrières qui musellent la critique. La religion, elle aussi, est utilisée comme une arme douce. Certains régimes financent les églises et les mosquées pour que les prêtres et les imams prêchent la patience, l'obéissance, la soumission à l'autorité voulue par Dieu. Pendant ce temps, les mêmes autorités volent, pillent, éliminent. Au lieu de se révolter, les fidèles répètent « c'est la volonté de Dieu ». Dieu fera en son temps. Dieu les condamnera, Dieu les jugera. Et ils acceptent leur misère comme une fatalité. Mais la plus grande des chaînes invisibles, c'est la peur. La peur des prisons, des tortures, des disparitions. La peur de perdre son emploi, la peur de mettre en danger sa famille. Dans des pays comme la Guinée sous Sékou Touré ou l'Ouganda de Idi Amin Dada, la peur était si grande que les gens se taisaient même dans leur propre maison. La Boétie avait vu juste. Le tyran n'a pas besoin de chaînes de fer. Il lui suffit d'enfermer le peuple dans ses propres croyances et ses propres peurs. Voici donc la troisième loi de ce manuel. Tant que la coutume, la religion et la peur servent le pouvoir, le peuple restera soumis sans qu'on ait besoin de lui imposer les armes. Alors la question est là. Ces chaînes invisibles, allons-nous continuer à les porter ou allons-nous enfin apprendre à les briser? Ah oui, non mais à méditer. La jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est plus prête à risquer sa vie pour défendre sa patrie, mais elle est prête à mourir en mer pour fuir son pays. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de jeunes, la patrie n'existe plus. La patrie, c'est l'école gratuite, mais on paye les professeurs. La patrie, c'est l'hôpital, mais on doit acheter soi-même la seringue et le coton. La patrie, c'est le travail, mais les places sont réservées aux enfants des élites. Alors comment demander à un jeune de donner sa vie pour un État qui ne lui a rien donné en retour? Regardez la Méditerranée. Chaque année, des millions d'Africains s'y noient, tentant de rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune. Pour eux, mourir en mer semble moins absurde que vivre sans espoir. C'est un paradoxe cruel. Nos ancêtres ont accepté la mort pour défendre leur terre contre le colonisateur. Mais leurs descendants acceptent aujourd'hui la mort pour fuir cette même terre abandonnée aux dictateurs, à la corruption et à la misère. La jeunesse africaine ne fuit pas par lâcheté. Elle fuit parce qu'elle a perdu confiance, parce qu'elle a perdu la foi, parce qu'elle ne croit plus que le sacrifice changera le système. Mais la vérité, c'est que l'Afrique ne se construira pas depuis l'exil. L'Europe peut accueillir quelques milliers, mais elle n'accueillera jamais des centaines de millions de personnes. Un choix s'impose. Soit la jeunesse continue de risquer sa vie dans l'océan, soit elle accepte de risquer sa vie pour transformer son pays. Ah oui, non mais à méditer. Au début, la tyrannie choque. Le peuple résiste, proteste, murmure sa colère. Mais avec le temps, la révolte s'éteint et l'habitude s'installe. Et cette habitude devient la plus grande des prisons. En Afrique, combien de peuples ont vu un dictateur arriver par la force, puis rester 30, 40, 50 ans, jusqu'à ce que sa présence devienne normale? Au Cameroun, Paul Biya dirige depuis plus de 40 ans. Une génération entière n'a jamais connu d'autres présidents. Et pour beaucoup, il est devenu naturel qu'il soit là. Comme si le pouvoir lui appartenait par droit divin. Dans son livre, Le discours de la servitude, la Boétie nous alerte. Le plus grand piège de la servitude, c'est l'accoutumance. Ce qui hier paraissait insupportable devient, avec les années, supportable, puis acceptable. Un peuple qui s'habitue à courber la tête finit par croire que sa position est normale. Regardez la vie quotidienne. Les coupures d'électricité, la corruption, les salaires impayés, la répression policière. Tout cela devrait provoquer des révoltes massives. Mais à force de répétition, ces injustices deviennent une routine. On ne s'indigne plus, on s'adapte. Et cette adaptation, au lieu d'être une force, devient une soumission volontaire. Pourtant, l'histoire africaine prouve que l'habitude peut être aussi brisée. En 2014, au Burkina Faso, des millions de citoyens ont dit non à Blaise Compaoré, malgré ses 27 années de règne. Ils ont refusé de s'habituer encore une nouvelle fois, et donc ils ont montré qu'il était possible de rompre avec l'esclavage de la routine. Voici donc la 4e loi de ce manuel. Un peuple qui s'habitue à l'injustice
se forge lui-même ses chaînes. Alors demandons-nous, combien de temps allons-nous continuer à vivre comme si l'oppression était normale? Allons-nous enfin choisir de retrouver l'indignation qui libère? Au début, la tyrannie choque. Pour dominer un peuple, il faut le divertir. Un dictateur sait qu'un peuple qui pense trop devient dangereux. Alors il détourne l'attention. Il occupe les esprits avec le sport, la culture, le divertissement. C'est ce qu'on appelle donner du pain et des jeux. Regarde le Zaïre de Mobutu. En 1974, il organise le combat du siècle à Kinshasa. Mohamed Ali contre George Foreman. L'événement fait rayonner son régime aux yeux du monde et détourne l'attention de la répression et de la pauvreté intérieure. Pendant quelques semaines, le peuple ne parle plus de dictature, mais uniquement de boxe. Au Cameroun, le football est un instrument politique. Les succès sportifs apaisent momentanément les colères sociales car le peuple trouve une fierté nationale qui fait oublier ses souffrances quotidiennes. Au Togo, la musique et les arts populaires ont souvent été liés comme relais de propagande. Sous le régime de Gnassingbé Ayadema, les artistes qui glorifiaient le président recevaient souvent des soutiens et des financements, tandis que ceux qui osaient critiquer étaient marginalisés ou censurés. Les concerts, les fêtes nationales et les spectacles étaient mis en scène pour renforcer le culte du chef et détourner l'attention des vrais problèmes du pays. Voilà donc la mécanique. Le sport, la musique, les festivals, la télévision, tout est instrumentalisé pour occuper le peuple, lui donner une illusion de bonheur et détourner sa colère. Pendant que le citoyen chante, danse ou célèbre une victoire, le pouvoir se renforce. Mais cette stratégie est fragile. Car si le divertissement peut endormir les masses un temps, il ne peut masquer éternellement la misère, la corruption ou l'injustice. L'explosion sociale finit toujours par arriver, souvent encore plus violente que d'habitude. Donc la leçon à retenir, c'est que dans une dictature, même la joie collective est manipulée. Le sport et la culture deviennent des armes invisibles pour contrôler les foules. Cette stratégie ne s'applique pas qu'à l'Afrique. Elle est utilisée en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs. Vous êtes manipulé. À chaque fois que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, vous regardez la télé, vous êtes manipulé. On vous endort pour ne pas que vous puissiez vous focaliser aisément sur la réalité du monde qui vous entoure. Pour dominer un peuple, il faut le divertir. Un dictateur sait qu'un peuple qui pense trop devient dangereux. Un tyran tout seul ne peut rien faire. Il n'a qu'une tête, deux bras, deux jambes. Mais il multiplie sa force en s'entourant de complices. Les élites, les courtisans, les profiteurs. Dans beaucoup de pays africains, les dictateurs ne se maintiennent pas grâce à la seule armée. Mais ils s'appuient sur un cercle d'hommes et de femmes qui vivent de ses faveurs. Des ministres, des généraux, des députés, des hommes d'affaires, des chefs traditionnels, des leaders religieux. Ils deviennent les piliers du régime, non pas par conviction, mais par intérêt. Au Cameroun, au Togo, en République du Congo, en RDC et plein d'autres endroits en Afrique, les hommes d'État distribuent des postes et des richesses à une poignée de familles qui, en retour, défendent son pouvoir. En Guinée équatoriale, la fortune du clan Obiang repose sur le pétrole partagé entre proches pendant que le peuple reste pauvre. Au Tchad, Idriss Déby puis son fils Mahamat ont su acheter la loyauté de certains généraux avec des privilèges. Dans son livre Discours de la servitude, La Boétie explique que le tyran s'entoure d'une pyramide de serviteurs. En haut, quelques-uns profitent directement et en dessous, d'autres se nourrissent des miettes. Tout en bas, le peuple entier subit, en espérant un jour lui aussi recevoir quelque chose. C'est une chaîne de complicité qui rend la tyrannie solide. Mais il faut comprendre une vérité. Ces profiteurs ne sont pas le peuple, ils sont les parasites du peuple. Sans eux, le tyran tomberait. Ce sont eux qui chantent ses louanges, qui organisent ces élections truquées, qui l'accueillent à l'aéroport, qui répriment les manifestations ou qui justifient l'injustice au nom de la stabilité. Voici donc la 5e loi de ce manuel. Le tyran vit grâce à un réseau de complices. Et tant que ces complices trouvent leur intérêt, la tyrannie prospère. Alors la vraie question, encore une fois, c'est de savoir que fera le peuple le jour où il comprendra que la tyrannie n'est pas seulement un homme, mais un système entretenu par une foule de profiteurs. J'ai décidé de créer un serveur Discord. Si tu sais pas ce que c'est, sache simplement que c'est comme un groupe WhatsApp.